Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La province du Kasaï est le théâtre de violents affrontements depuis près d'un an en République démocratique du Congo. Une situation qui a engendré plus d'1 million de déplacés et qui inquiète la communauté internationale. La Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma fait partie des candidats pour succéder au président Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Mais quelles sont ses chances d'accéder à la présidence de ce parti en décembre 2017? Élément de réponse dans cette édition. Accord de prêt signé entre la Banque ouest-africaine de développement et le Togo. Ces investissements d'un montant global de 27,6 milliards de francs CFA devraient servir au développement des secteurs agricoles et routiers togolais. Mais tout d'abord, le procès du vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangué, devant la justice française a connu un nouveau rebondissement le 26 juin. Le témoignage attendu de l'ex-militaire britannique Simon Mann a été un véritable coup de théâtre. Il a révélé les identités des commanditaires du coup d'État manqué de 2004, à la suite de quoi l'avocat de la défense a présenté un courriel laissant entendre que les parties civiles étaient proches des commanditaires de ce coup d'État. Les parties civiles ont réfuté l'authenticité de cet élément apporté par la défense. En République démocratique du Congo, les violences perpétrées dans la province du Kasaï, au centre du pays, inquiètent les autorités locales et internationales. 10 nouvelles fosses communes, en plus de la quarantaine déjà répertoriées, ont été découvertes le 26 juin. Un conflit qui a engendré plus d'1 million de déplacés. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est une crise humanitaire d'une grande ampleur que connaît la République démocratique du Congo dans sa partie centrale. Plus d'1 200 000 déplacés et plusieurs fosses communes découvertes, la région du Kasaï est plongée dans la violence depuis le mois d'août 2016 suite à l'assassinat par les forces de l'ordre du chef coutumier Kamwina Nsapu. La situation au Kasaï a fait l'objet d'un point de presse tenu par le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU ce samedi 24 juin 2017 à Kinshasa. 2 fois plus de destructions peuvent être imputées aux forces de sécurité et autres milices. Les enfants, hélas, semblent être les victimes les plus affectées. Les atrocités au Kasaï ont occasionné une vague de réfugiés vers l'Angola voisin, un drame qui rend impossible le processus d'enrôlement dans cette partie du pays. Au banc des accusés, les forces armées de la RDC et les milices Kamwina Nsapu qui commettent des crimes contre la population civile. Autant la violence déchaînée par la mouvance Kamwina Nsapu est intolérable, et ces crimes doivent faire l'objet de poursuites judiciaires crédibles et systématiques, autant la politique de la terre brûlée, menée par certaines unités des forces armées dans plusieurs territoires de la région, et l'usage disproportionné et indiscriminé de la force contre les populations civiles sont également inacceptables. Une résolution avait été votée le 23 juin 2017 à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour l'envoi d'un groupe d'experts internationaux dans le Kasaï. Intitulée « Assistance technique à la RDC », cette mission sera envoyée en place d'une commission d'enquête indépendante qui avait été suggérée mais rejetée par plusieurs pays d'Afrique qui ont fait bloc derrière la RDC. En Afrique du Sud, ils sont plusieurs candidats à vouloir prendre les rênes de l'ANC, mais une se distingue rien que par son nom. Il s'agit de Nkosazana Dlamini Zuma, l'ex-épouse du président. Elle a participé à un rassemblement de la Ligue de la jeunesse de l'ANC le 16 juin, pendant lequel elle a affirmé être prête à gouverner. Mais quelles sont ses chances de l'emporter? Élément de réponse avec Birama Saonera. Après un mandat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma a fait son grand retour dans la vie politique nationale sud-africaine. L'ex-épouse du président Jacob Zuma ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Nous voulons avoir des femmes présidentes en Afrique. Nous n'en avons qu'une seule au Libéria. Son mandat prend fin en octobre 2017.
Cela signifie que nous nous retrouverons avec seulement des hommes à la tête de nos États. La Ligue des femmes de l'ANC a déjà fait d'elle sa candidate officielle pour prendre la tête du parti et succéder à Jacob Zuma à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Cela fait 105 ans que nous avons élu des hommes pour diriger. On chante la même chanson à leur honneur. Aujourd'hui, nous devons aussi nous imposer. Nous avons besoin des femmes, nous voulons construire ce pays. Nous n'avons jamais eu de femmes à la tête de cette grande nation. Cependant, les analystes estiment que les dissensions au sein de la majorité présidentielle entre certains cadres représentent des obstacles pour un Nkosazana Dlamini Zuma. À cela s'ajoute le bilan peu reluisant de son ex-époux, le président Jacob Zuma. Si Mme Zuma ne détient que l'appui de Jacob Zuma comme atout, il va lui être difficile de s'imposer à des ténors du parti qui ont un ancrage plus profond au sein donc, de l'électorat et de la société sud-africaine. Candidate à la présidence du parti au pouvoir, Nkosazana Dlamini Zuma a déclaré le 16 juin 2017 devant des centaines de partisans, membres de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, être prête à gouverner. Pour l'heure, la Ligue des femmes de l'ANC et celle de la jeunesse déclarent officiellement la soutenir. Elle bénéficie également d'un important soutien dans la région de KwaZulu-Natal. Face à elle, d'autres hauts cadres du parti ont déjà choisi leur camp en offrant leur appui au vice-président Cyril Ramaphosa. La Banque ouest-africaine de développement vient d'accorder 2 prêts d'un montant global de 27,6 milliards de francs CFA au Togo. Ces investissements devraient servir notamment à l'amélioration de la sécurité alimentaire, au renforcement de l'intégration régionale, mais aussi à la protection du littoral. Plus de détails avec Hitlet Marabel-Bissou. 26,7 milliards de francs CFA, c'est le montant global de 2 accords de prêt signés entre le Togo et la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Ces fonds vont être investis dans le projet d'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti, zone 4 et 5, ainsi que dans le projet multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, phase 2. Pour lutter contre le changement climatique, une partie sera investie dans la protection côtière au Togo. Le Togo est en manque de ressources et donc ces 2 prêts vont permettre de relancer le secteur agricole au Togo qui occupe près de 60 à 70% de la population togolaise. Et dans les termes de ce contrat de prêt, c'est-à-dire que ces fonds vont permettre d'aménager des zones d'activité agricole et pouvoir permettre d'améliorer la productivité, donc augmenter le niveau de revenus des ménages agricoles. Le projet d'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti, auquel la BOAD participe à hauteur de 11 milliards de francs CFA, soit 52% de son coût total, consistera notamment à aménager 1132 hectares de périmètre irrigué, de créer 2000 hectares de zones d'activité agricole, de renforcer les infrastructures hydrauliques villageoises et de santé. 50 000 personnes vont bénéficier de la réalisation de ce projet dans cette localité. Ce prêt couvre aussi le 2e volet de la route Lomé à Néon et donc ça va permettre de faciliter les échanges au niveau régional. Je crois que si l'investissement est vraiment réalisé, ça va permettre de finir ce tronçon qui est long de 50 km. La signature de ces accords de prêt va permettre au gouvernement togolais d'améliorer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté en milieu rural, renforcer l'intégration régionale et contribuer à la protection du littoral. Ces initiatives prises par les autorités en place ont pour objectif de contribuer efficacement au développement inclusif du pays. Le 25 juin était un jour de fête pour la communauté musulmane du monde entier, un jour qui marquait la fin du Ramadan. Au Mali, cette célébration était particulièrement marquée par la menace sécuritaire persistante au centre et au nord du pays. Retour sur ces festivités dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La communauté musulmane du Mali a sacrifié au rituel de la fête du Ramadan. Après un mois de pénitence, la Oumma islamique du Mali a célébré dans la communion l'Aïd el-Fitr. Cette fin du jeûne de Ramadan a été célébrée sur toute l'étendue du territoire. À Bamako, les mosquées et places publiques ont servi de cadre à cette célébration. Prêches, invocations et prières ont rythmé ces rituels. Et à l'occasion, le ministre du Culte rappelle l'essence de cette fête qui interpelle toutes les communautés. Au sortir de ce mois de Ramadan, d'abstention, de dévotion, de prière et de retour
vers le Seigneur, il est bon que nous nous approprions ce qui fait les valeurs de l'islam. Et ces valeurs, c'est le respect de l'homme dans son entité. L'islam le dit, qui tue un homme a tué toute l'humanité. Qui sauve un homme a sauvé toute l'humanité. Secoué par les récentes attaques à Bamako, mais aussi au centre du pays avec des violences intercommunautaires, les Maliens ont imploré le Tout-Puissant pour la réconciliation des fils et filles du pays. Nous profitons de cette fête pour lancer un appel à tous les fils et filles du pays de se donner les mains, de se pardonner, de faire un seul objectif, celui du retour de la paix et le retour de l'administration sur toute l'étendue du territoire national. Nous prions pour l'entente dans tout le pays, que Dieu veille sur tous les Maliens et l'humanité tout entière. Rappelons que malgré les actes terroristes à caractère islamiste, le Mali est un exemple de tolérance religieuse où cohabitent pacifiquement 95% des musulmans et 5% des chrétiens et d'autres confessions religieuses. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.